Il a mis des années à comprendre qu'un respect peut se perdre en silence, puis se reconstruire sans bruit. Orlando Bloom a 48 ans, et depuis quelque temps, on le sent différent dans sa façon de parler des hommes qu'il a croisés, admirés, parfois suivis sans vraiment les connaître. Chez lui, il n'y a pas de grandes déclarations théâtrales. Il y a plutôt des phrases retenues, des détours, des pauses. Cette manière très britannique, presque pudique, d'ouvrir une porte sans la claquer. Et pourtant, quand il évoque Johnny Depp, quelque chose change. Ce n'est pas la fascination d'un fan, ce n'est pas la posture d'un collègue qui veut se placer du bon côté. C'est une tonalité plus intime, plus humaine. Comme si derrière les images publiques, il parlait d'un homme qu'il a fini par comprendre. Parce qu'Orlando Bloom a connu Depp dans un moment très particulier de sa vie. Pas au début, quand il était encore le jeune acteur de théâtre qui rêvait de cinéma. Pas au moment où il explosait avec Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes, quand Hollywood le regardait comme le nouveau visage idéal. Non, ils se sont réellement croisés dans un monde déjà saturé de mythes, d'étiquettes et de rumeurs. Orlando arrivait avec sa propre célébrité, Johnny avec sa légende. Deux générations, deux manières d'être acteur, deux manières d'habiter la lumière. Pendant longtemps, Orlando Bloom a été associé à une image lisse, presque irréprochable. Le héros romantique, le visage sûr, l'acteur que les studios peuvent vendre sans crainte. Depp, lui, a toujours porté une part d'ombre assumée. Un goût pour l'étrange, pour les marges, pour les personnages cassés. Et dans l'industrie, cette différence compte. Elle influence les conversations, elle fabrique des clans, elle impose des réflexes. On respecte, oui, mais parfois à distance. Et puis, il y a eu le tumulte. Celui qui a dévoré la vie de Johnny Depp, mais aussi celle de tous ceux qui, de près ou de loin, étaient liés à lui. Un tumulte où la nuance disparaît vite, où l'on demande aux gens de choisir un camp avant même de comprendre, où les silences deviennent suspects, où les amitiés sont réécrites par les titres de presse. Orlando Bloom, dans ce contexte, n'était pas un acteur neutre. Il fait partie de cette grande famille Pirates des Caraïbes, cette saga qui a marqué une époque et dont Johnny Depp était le centre de gravité. Quand la machine s'est emballée, tout le monde a été regardé. Qui dit quoi? Qui se tait? Qui soutient? Qui prend ses distances? Et c'est précisément là que naît la question du respect. Pas celui qu'on affiche sur un tapis rouge, celui qu'on garde quand l'opinion publique devient un tribunal permanent. Ce que raconte aujourd'hui le titre « Il parle enfin du respect retrouvé » suggère un mouvement. Retrouvé, cela veut dire qu'il a manqué, qu'il a été abîmé par quelque chose, par le temps, par l'industrie, par la peur, par la confusion, par l'inconfort d'être associé à une histoire trop lourde. Retrouver le respect, ce n'est pas forcément demander pardon. Ce n'est pas forcément dire « j'avais tort ». C'est parfois reconnaître qu'on a laissé le bruit gagner et qu'on a, à un moment, oublié l'homme derrière le symbole. Pourquoi maintenant ? Parce qu'à 48 ans, Orlando Bloom n'a plus la même relation à sa propre image. Il a traversé des succès massifs, des périodes de doute, des changements personnels. Il a connu la pression de plaire, la nécessité de durer, l'impression d'être réduit à un rôle. Et quand on a vécu cela, on comprend mieux ce qui arrive à ceux qui deviennent des figures publiques plus grandes qu'eux-mêmes. Johnny Depp a été une icône, mais il a aussi été un homme qui tombe, qui se relève, qui se défend, qui se tait, puis qui parle. Il y a aussi une raison plus simple, presque brutale. Le temps a fait son travail. Les années récentes ont été remplies de jugements rapides, mais elles ont aussi laissé place à une question plus froide. Qu'est-ce qui reste quand le scandale s'éloigne ? Qu'est-ce qu'on retient d'un acteur, d'une carrière, d'un homme ? Orlando Bloom n'est pas naïf. Il sait que tout discours public est interprété. Mais parler enfin indique qu'il accepte ce risque, pas pour faire le buzz, pour replacer une forme de justice intime, celle qui consiste à dire qu'on peut encore regarder quelqu'un dans les yeux et reconnaître sa complexité. Et au fond, il y a quelque chose d'assez rare. Admettre que le respect n'est pas automatique, qu'il n'est pas éternel, qu'il se travaille, qu'il se perd parfois, même sans le vouloir, et qu'il peut se retrouver quand on accepte de revenir aux faits, aux souvenirs réels, aux moments vécus, plutôt qu'aux récits fabriqués. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Orlando Bloom et Johnny Depp ? À quel moment le respect s'est-il fissuré, puis reconstruit ? Et surtout, qu'a-t-il vu ou compris que le grand public n'a jamais perçu ? Orlando Bloom n'a jamais eu besoin de rencontrer Johnny Depp au sens classique du terme. Ils ne se sont pas découverts comme deux inconnus qui se serrent la main et s'apprivoisent. Johnny Depp existait déjà dans sa tête,
comme il existait dans celle de toute une génération d'acteurs. Un visage, une voix, une manière de se tenir à contre-courant. Pour Orlando, qui a grandi entre l'Angleterre et l'idée très sérieuse du métier d'acteur, Depp représentait autre chose qu'un succès hollywoodien. Il représentait une permission. La permission d'être bizarre, fragile, excessif et pourtant crédible. La permission de ne pas être propre. Mais quand on arrive à Hollywood avec 20 ans à peine, qu'on devient du jour au lendemain un héros de saga, on découvre une autre vérité. On ne choisit pas seulement ses rôles. On choisit aussi, parfois malgré soi, le monde dans lequel on va évoluer. Orlando Bloom, après Le Seigneur des Anneaux, devient une figure mondiale, un visage que le public réclame, un corps que les studios cadrent dans une idée précise, l'aventure, le romantisme, la jeunesse, la bravoure. Et c'est là que la rencontre avec Johnny Depp prend un sens particulier, parce qu'elle n'est pas seulement humaine, elle est aussi symbolique. Elle dit « Voilà ce que Hollywood fait de vous ». Et voilà ce qu'Hollywood fait de ceux qui refusent d'être simplifiés. Quand Pirates des Caraïbes commence à se construire, l'ambiance n'est pas celle d'un film classique. C'est une grosse machine Disney, certes, mais au départ, beaucoup doutent. Une adaptation de parc d'attractions ? Une aventure maritime à grand budget à une époque où les films de pirates ne sont pas considérés comme rentables ? Le projet intrigue autant qu'il inquiète. Et au centre, il y a Johnny Depp, qui arrive avec une proposition inattendue. Un pirate qui ne ressemble pas à un pirate de manuel. Un personnage étrange, légèrement ivre, imprévisible, presque poétique. Certains y voient un risque, d'autres une hérésie. Orlando, lui, arrive sur ce plateau avec une autre pression. Il doit prouver qu'il n'est pas seulement le beau garçon de fantasy. Il doit être crédible, tenir face à des partenaires plus expérimentés, ne pas disparaître derrière la performance de Depp. Le jeune acteur se retrouve dans une situation très hollywoodienne. On vous donne un rôle important, mais on vous teste en permanence. Et dans ce contexte, la première impression compte. Pas seulement ce qui est dit, ce qui est dégagé. Orlando Bloom a souvent été décrit comme quelqu'un de poli, attentif, un peu réservé. Il y a chez lui une discipline d'école anglaise. On observe avant de juger, on encaisse avant de parler. Johnny Depp, au contraire, arrive avec une réputation déjà chargée. Star, mais star indomptable. Artiste qui se méfie des cadres, acteur qui peut être charmant puis distant, drôle puis silencieux. Le genre de présence qui change la température d'une pièce, sans que personne ne sache exactement pourquoi. La rencontre, donc, se fait dans un espace où tout le monde regarde tout le monde. Sur un grand tournage, il n'y a pas que les comédiens. Il y a les producteurs, les assistants, les techniciens, les costumiers, les responsables d'image. Il y a une hiérarchie invisible. Et il y a un phénomène très simple. Quand une figure comme Depp apparaît, les gens se positionnent. Certains veulent être proches, d'autres se protègent, d'autres se taisent. Orlando Bloom, lui, est au milieu. Il est à la fois l'intérieur du film et encore un peu l'extérieur du système. Ce qui marque souvent dans ce type de rencontre, ce ne sont pas les grandes conversations, ce sont les détails. Un regard qui dit « je t'ai vu ». Une phrase courte, presque banale, mais qui tombe au bon moment. Une façon d'écouter et surtout, une façon de travailler. Parce que c'est là que se juge la réalité d'un acteur, pas dans les interviews, dans la manière dont il se comporte quand personne ne l'applaudit. On imagine facilement la première période. Orlando observe Johnny à distance. Non pas avec peur, mais avec cette prudence d'un acteur plus jeune face à un acteur déjà mythifié. Et Johnny, lui, n'est pas du genre à jouer les mentors de façade. Il ne prend pas quelqu'un sous son aile pour se donner un rôle de grand frère. Il peut être généreux, oui, mais à sa manière, par moments, sans cérémonial. Orlando Bloom l'a dit dans diverses interviews au fil des ans. Johnny Depp est quelqu'un de très intelligent, parfois très drôle, mais aussi très intérieur. Ce n'est pas un homme qui donne tout de suite. Et cette qualité-là peut être mal comprise à Hollywood. On aime les gens faciles. On aime ceux qui expliquent, ceux qui rassurent. Depp rassure rarement. Il trouble, il déplace. Il oblige les autres à s'adapter. Et c'est exactement là que le respect commence à se former chez Orlando. Pas un respect basé sur la star. Un respect basé sur la cohérence artistique, sur l'engagement. Sur le courage de tenir une proposition même quand on vous demande de la lisser. Sur cette chose que les acteurs reconnaissent entre eux, la capacité à se rendre vulnérable dans un cadre où tout pousse à se blinder. Il y a aussi un autre élément. Dans Pirates des Caraïbes, Orlando Bloom joue un personnage droit, presque classique,
face à un personnage anarchique. Il doit être l'ancrage, et cela, paradoxalement, demande une grande force. Si vous jouez normal face à quelqu'un d'extraordinaire, vous risquez de paraître fade. Si vous forcez, vous perdez la crédibilité. Donc Orlando apprend. Il apprend le rythme de Depp. Il apprend à laisser de l'espace. Il apprend à ne pas se battre contre la performance de l'autre, mais à la compléter. Cette rencontre, au fond, est une leçon d'équilibre. Et dans ce type de relation, il y a souvent une phase de distance. Une phase où l'on admire, mais où l'on ne sait pas comment se placer. Orlando, jeune, déjà célèbre, mais encore en construction, devait aussi gérer sa propre identité. Avec Johnny Depp, il ne s'agissait pas seulement d'être collègue. Il s'agissait de comprendre ce qu'il voulait devenir comme acteur. Et souvent, les rencontres marquantes sont celles qui vous obligent à vous poser cette question. Plus tard, quand la saga devient gigantesque, quand tout le monde associe pirate à la figure de Jack Sparrow, Orlando Bloom se retrouve dans une position délicate. Il est à la fois de la famille et pourtant toujours un peu comparé. Il doit exister dans un univers où Depp est devenu un phénomène culturel. Et c'est là que la rencontre initiale prend une dimension plus profonde. Le respect n'est pas seulement pour l'acteur, il devient aussi une manière de se protéger du bruit autour. Parce qu'à Hollywood, plus un film marche, plus la réalité disparaît derrière la légende. On raconte des anecdotes, on invente des tensions, on projette des rivalités. On oublie les journées de travail, les moments de fatigue, les gestes simples. Et pourtant, ce sont ces gestes-là qui fondent un respect durable. Orlando Bloom, en évoquant aujourd'hui un respect retrouvé, nous dit implicitement que ce respect a eu une base réelle, concrète, née dès cette première rencontre professionnelle. Il n'a pas surgi d'un hashtag ou d'un mouvement d'opinion. Il s'est construit dans la poussière d'un tournage, dans la répétition, dans l'observation patiente d'un homme qui, malgré la machine Disney, restait un artiste difficile à domestiquer. Mais alors, si la rencontre a posé les fondations, à quel moment le respect a-t-il commencé à se fissurer? Était-ce à cause du succès, des pressions extérieures, des rumeurs ou d'une distance personnelle? Et surtout, comment deux trajectoires aussi différentes ont-elles traversé les années de gloire sans se perdre complètement? Il y a dans une carrière un moment où tout s'aligne. Le calendrier, les affiches, les invitations, les couvertures, et surtout, cette sensation étrange d'être partout sans vraiment y être. Au milieu des années 2000, Orlando Bloom vit exactement cela. Il sort à peine de l'ombre immense du Seigneur des Anneaux, une trilogie qui a façonné sa notoriété mondiale, qu'il s'installe dans une autre saga planétaire, Pirates des Caraïbes. 2 franchises, 2 publics, 2 imaginaires et la même mécanique implacable. On ne vous appelle plus seulement Orlando, on vous appelle Legolas, puis Will Turner. On vous résume, on vous fixe, et à l'intérieur de cette période, il y a un paradoxe. Il travaille plus que jamais, mais il doit, en même temps, se défendre de devenir une simple image. Johnny Depp, lui, traverse une gloire d'un autre type. Une gloire qui ne tient pas seulement au box-office, mais à l'aura. Depuis les années 1990, il s'est construit comme une figure singulière, un acteur capable de passer d'un film d'auteur à une grande production, de Tim Burton à Hollywood, sans perdre ce parfum de marginalité chic. Quand Jack Sparrow surgit au cinéma, ce n'est pas juste un succès, c'est un phénomène culturel. Un personnage repris, imité, cité, vendu. Et surtout, un personnage qui redéfinit le film. Dans l'imaginaire collectif, Pirates des Caraïbes devient le film de Jack Sparrow. Pour un acteur, c'est une victoire, mais c'est aussi une cage. Sur le papier, tout est triomphal. Les suites se multiplient, les avant-premières deviennent des événements, les interviews s'enchaînent. Orlando Bloom et Johnny Depp se retrouvent dans ce circuit mondial où l'on vous demande d'être accessible, drôle, rassurant, alors que, intérieurement, la fatigue s'installe. Les journées de tournage s'allongent, les déplacements s'empilent, et l'on vous observe partout, sur le tapis rouge, mais aussi hors champ, dans les restaurants, dans les aéroports, dans les rumeurs. Et c'est là que leur style se distingue clairement. Orlando Bloom, dans ses années de gloire, incarne l'acteur stable aux yeux de l'industrie. Le visage propre, la trajectoire lisible, la promesse d'un héros romantique. Il est demandé, il est désirable pour les studios, il est compris immédiatement par le grand public. Johnny Depp, au contraire, reste une énigme, même au sommet. Il joue le jeu, oui, mais à sa manière. Il peut être charismatique et soudain absent. Il peut faire rire une salle et ensuite s'effacer.
Il refuse souvent de se laisser réduire à un discours marketing. Dans les coulisses, cela se ressent. Parce que la gloire ne pèse pas de la même façon selon ce que vous êtes. Orlando, plus jeune, doit encore construire son statut. Prouver qu'il ne sera pas seulement un acteur de franchise, qu'il peut exister ailleurs. Depp, lui, a déjà prouvé 1000 fois qu'il pouvait être ailleurs. Sa bataille est différente, ne pas être avalé par son propre mythe. Ne pas devenir une caricature de l'artiste excentrique. Ne pas être prisonnier de Jack Sparrow, ce rôle qui le consacre et le dévore en même temps. Dans ces années-là, on les voit ensemble, on les associe, on les compare. Et c'est précisément ce que les acteurs détestent, la comparaison permanente, ce bruit extérieur qui transforme une collaboration en compétition imaginaire. On invente des rivalités là où il n'y a que du travail. On exagère des tensions là où il y a surtout des contraintes. La machine médiatique adore les récits simples, le jeune premier et la star imprévisible, le héros propre et le pirate chaotique. Mais la réalité, elle, est plus subtile. Car sur un tournage, le succès ne crée pas seulement des sourires, il crée de la pression. Plus un film marche, plus on attend la même chose, plus on vous demande de répéter la formule. Et, à l'intérieur de cette répétition, de petites fractures apparaissent, des incompréhensions, des agacements, une lassitude qui ne se dit pas. On se respecte, oui, mais on s'éloigne parfois sans s'en rendre compte. Orlando Bloom, pendant ces années, fait aussi des choix personnels et professionnels qui montrent une volonté de sortir du cadre. Il ne veut pas être uniquement le partenaire de Depp. Il tente d'autres films, d'autres tonalités. Il cherche une identité au-delà des sagas. Et c'est souvent à cet endroit précis que les relations professionnelles changent, quand l'un veut s'émanciper de l'univers commun et que l'autre, déjà au centre du cyclone, se retrouve encore plus seul avec le poids du personnage. Johnny Depp, de son côté, est à ce moment-là l'un des hommes les plus connus au monde. Mais la célébrité absolue a un prix. Elle attire autant qu'elle enferme. Et plus son image devient massive, plus la frontière entre l'acteur et la personne se brouille. Le public, la presse, l'industrie, tout se mélange. On ne regarde plus seulement ses rôles, on regarde sa vie. Et c'est ici que l'on comprend mieux le futur respect retrouvé. Parce que le respect dans la gloire est fragile. Il peut être abîmé par l'environnement, par les récits extérieurs, par la manière dont chacun survit au même système. Dans les années de gloire, Bloom et Depp partagent le sommet, mais pas la même solitude. Mais alors, à quel moment la fissure devient-elle visible ? Quand la distance entre eux cesse-t-elle d'être un simple effet du rythme pour devenir un vrai malaise ? Et surtout, quelles petites choses accumulées vont finir par faire basculer la relation vers l'incompréhension. Il y a des ruptures qui éclatent. Et il y en a d'autres, plus sourdes, qui se fabriquent comme une poussière. Rien d'assez spectaculaire pour faire un titre, mais suffisamment constant pour changer une relation. Dans les années qui suivent l'explosion de Pirates des Caraïbes, Orlando Bloom et Johnny Depp n'ont pas besoin de se fâcher pour s'éloigner. Le système s'en charge. Le succès crée des cercles concentriques. Plus on est au centre, plus on est isolé. Plus on est dans l'orbite, plus on doit trouver sa trajectoire. Orlando Bloom commence à prendre un pas de côté. Il cherche à redevenir un acteur normal, à s'offrir des rôles qui ne sont pas écrits pour une franchise, à ne pas être enfermé dans une silhouette. Johnny Depp, lui, est de plus en plus identifié à Jack Sparrow, et ce qui au départ ressemblait à un triomphe se transforme progressivement en contrainte. Mais alors, pourtant, ce soir-là, voilà typiquement le rythme d'une fissure. Pas une annonce, pas un scandale, plutôt une suite de petites scènes invisibles qui laissent des traces. D'abord, il y a l'écart de perception. Orlando Bloom grandit dans une culture où l'on apprend à contrôler l'image, à respecter le cadre, à gérer le jeu médiatique comme une partie du métier. Il reste, malgré sa notoriété, relativement lisible. Sa communication est prudente, ses apparitions publiques sont maîtrisées, son image est cohérente. Johnny Depp, au contraire, fonctionne par cycle. Il peut être extrêmement présent, puis disparaître. Il peut se montrer généreux, puis se fermer. Il peut être lumineux en interview, puis se réfugier dans le silence. Et dans un monde où tout se commente, cette irrégularité devient vite un terrain fertile pour les interprétations. Ensuite, il y a la question du métier lui-même. Sur un plateau, chaque acteur a ses habitudes, ses besoins, ses fragilités. Et quand un tournage devient un empire, ces fragilités sont grossies par la logistique, par la pression, par l'argent. Les retards ne sont plus des retards, ce sont des millions qui s'envolent.
Les caprices supposés ne sont plus des caprices, ce sont des rumeurs qui courent d'un bureau à l'autre. On ne parle plus d'un artiste, on parle d'un actif industriel. Orlando Bloom, dans cet univers, est souvent perçu comme fiable. C'est une qualité, mais c'est aussi une étiquette. Elle pousse l'entourage à se confier à vous faire commenter l'autre, à vous demander implicitement de juger. Et c'est là que se créent les fissures les plus dangereuses, quand le système vous propose, presque poliment, de vous distinguer de celui qui vacille. Johnny Depp, progressivement, devient ce que Hollywood adore et craint à la fois, une figure imprévisible. Et quand Hollywood a peur, il se protège. Il ne le dit pas frontalement, il commence par murmurer, il émet des réserves, il prépare des alternatives. Il laisse entendre que c'est compliqué. Cette ambiance-là n'est pas uniquement faite de faits objectifs. Elle est faite d'impressions, de récits indirects, de conversations qui ne sont jamais assumées publiquement. Elle fabrique une distance. Mais alors, pour Orlando Bloom, qu'est-ce que cela change? Cela change la manière dont il regarde Depp. Pas forcément dans un sens moral, dans un sens humain. Quand vous êtes proche d'une machine aussi exposée, vous finissez par recevoir, malgré vous, le bruit des autres. Vous entendez les discussions de production, les inquiétudes, les jugements. Vous voyez les regards. Et même si vous êtes loyal, vous pouvez vous retrouver contaminé par l'idée que l'autre est un problème à gérer. Ce soir-là, ce peut être un dîner après une avant-première, un moment où l'on se retrouve dans une salle privée, entouré de gens qui rient un peu trop fort parce que la soirée est importante. Orlando Bloom discute avec quelqu'un, on lui glisse une remarque sur Johnny, une remarque présentée comme une information anodine mais chargée. Tu sais, il est fatigué, il est compliqué en ce moment. On ne sait pas s'il sera là demain. Et Orlando, même s'il ne répond pas, reçoit. Il enregistre, il garde. Pourtant, à l'inverse, Johnny Depp peut aussi percevoir la distance chez les autres. Et chez lui, cela ne provoque pas toujours une confrontation. Cela peut provoquer un repli, une ironie, une froideur protectrice. L'artiste qui se sent jugé se ferme. Il peut même devenir plus extrême dans sa façon d'être, comme si l'exagération était une réponse à la surveillance. Mais alors, on entre dans une zone grise. Celle où personne ne dit clairement « je te respecte moins ». Personne ne dit « je ne te comprends plus ». Ce sont des non-dits, des invitations ratées, des messages qui restent sans réponse, des moments où l'un ne vient pas, où l'autre ne relance pas. Et sur le long terme, ces détails créent une relation moins évidente. Dans les années où Bloom poursuit sa trajectoire et où Depp devient une figure de plus en plus commentée, les fissures se déplacent aussi sur le terrain public. On ne parle plus seulement du travail, on parle de réputation, on parle de comportement, on parle de vie privée. Et c'est là que tout se complique, parce que la vie privée de Johnny Depp devient un sujet mondial. Et quand la vie privée d'un acteur devient un feuilleton, toutes les personnes autour sont aspirées dans la question « tu en penses quoi ?» Orlando Bloom se retrouve alors dans une posture difficile. Dire quelque chose, c'est être instrumentalisé. Ne rien dire, c'est être suspecté. Le silence dans ses affaires n'est jamais neutre. Et pourtant, il est parfois la seule option. Orlando, comme beaucoup, choisit la prudence. Il évite le commentaire. Il reste dans son couloir. Il protège sa carrière, sa famille, son équilibre. Ce n'est pas forcément une trahison. C'est une stratégie de survie dans un monde qui dévore les positions nuancées. Mais alors, ce silence, comment est-il perçu par l'autre? Par Johnny Depp, un homme qui au même moment se retrouve isolé, scruté, jugé. Le silence des collègues peut ressembler à une lâcheté, même si ce n'est pas l'intention, même si c'est seulement de la peur. Et c'est ainsi que le respect peut se fêler, non pas parce que l'on cesse d'admirer l'artiste, mais parce que l'on n'arrive plus à savoir comment se comporter face à l'homme. Ce soir-là, on se croise, on se salue, mais les regards sont plus courts. Il n'y a pas d'hostilité ouverte, il y a un malaise, une distance, une impression que tout ce qui était simple est devenu risqué. Et dans ce contexte, les fissures deviennent aussi intérieures. Orlando Bloom, avec le temps, peut se demander « ai-je vraiment connu Johnny ? Ou ai-je connu une version de lui, sur un plateau, protégé par le travail ?» Et Johnny Depp, de son côté, peut se dire « qui reste quand tout brûle ?» Voilà comment on arrive au bord de la crise. Pas avec une explosion, avec une accumulation de silence, d'impression, de prudence, de fatigue. Et bientôt, un événement plus grand va tout emporter. Un événement qui ne concerne plus seulement une relation entre deux acteurs,
mais une guerre d'images, une guerre judiciaire, une guerre de récits. Tout bascule quand l'histoire cesse d'être une rumeur de coulisses pour devenir un dossier public. Et à partir de là, il n'y a plus de distance confortable, il n'y a plus de nuances faciles, il n'y a plus que des positions, des silences et des conséquences. En mai 2016, Amber Heard dépose une demande de divorce. Les jours qui suivent sont un choc médiatique. Les mots deviennent des armes, les images circulent, les récits s'opposent. Et l'affaire quitte immédiatement le terrain intime pour entrer dans un espace où chacun, même les collègues, devient un élément du décor. La crise n'est plus seulement celle d'un couple, c'est une crise de réputation, au sens le plus brutal du terme. Johnny Depp, à ce moment-là, réagit par une stratégie très classique chez les acteurs pris dans une tempête. Se retirer. Un représentant déclare qu'il ne répondra pas aux histoires salaces, fausses, et espère que la dissolution de ce court mariage sera réglée rapidement. C'est une phrase de gestion de crise, oui, mais c'est aussi une phrase qui trahit l'état d'un homme qui comprend qu'il vient d'entrer dans un tunnel où le silence ne protège plus forcément. Mais alors, Hollywood observe, et Hollywood, quand il observe, calcule. Orlando Bloom, lui, se retrouve piégé dans une situation presque impossible. Il appartient à la famille pirate, il a partagé un univers, des années, une exposition commune. Et soudain, le nom de Depp n'est plus seulement associé à un personnage culte, mais à un conflit qui polarise. Dans ces moments-là, une question revient toujours, comme un poison poli. Tu le soutiens? Et si vous ne répondez pas, on interprète. Pourtant, le silence n'est pas forcément un jugement. Il est souvent une peur. À partir de 2016, la crise s'étire. Elle ne se résout pas dans une seule annonce. Elle devient une longue période où chaque information relance le feu. Le public ne voit pas des journées, des mois, des procédures. Il voit des fragments, des titres, des fuites. Et dans cette logique, l'être humain disparaît derrière le récit. Ce soir-là, ce peut être une avant-première, un événement officiel, un de ces moments où l'on exige de vous le sourire alors que tout brûle derrière. En 2017, à l'occasion de la promotion d'un volet de Pirates, Orlando Bloom accepte de dire quelque chose, pas un grand plaidoyer, pas une attaque, mais une phrase qui ressemble à un geste. Il décrit Depp comme très privé et quelqu'un de bien, une manière de rappeler qu'il existe une personne derrière le bruit. Ce n'est pas une déclaration politique, c'est une prise de risque minimale mais réelle, dans un climat où la prudence est devenue la norme. Et puis la crise change d'échelle. On passe du divorce à la guerre judiciaire, puis à une guerre de symboles. En 2020, le procès en diffamation au Royaume-Uni lié à un article du Sun se conclut par une défaite de Depp, le 2 novembre 2020. À ce moment-là, ce n'est plus seulement une affaire privée. C'est une validation publique, un jugement qui pèse lourd sur l'industrie et sur les décisions de casting. Mais alors, que fait un collègue dans cette phase? Il se tait souvent. Pas par indifférence, par autoprotection. Parce qu'un acteur comprend très vite que la machine n'aime pas les zones grises. Elle veut des signes simples. Et si vous offrez de la complexité, vous êtes suspect. Si vous offrez du soutien, vous êtes attaqué. Si vous ne dites rien, vous êtes accusé de lâcheté. C'est un piège. Orlando Bloom, pendant cette période, voit aussi l'effet secondaire le plus cruel, la transformation de Depp en sujet permanent. On ne parle plus de travail, on parle de dossier, on parle de risque, on parle d'image de marque. Et quand un acteur devient un risque, le système s'éloigne de lui même s'il a été l'un de ses plus grands moteurs. La rupture dans cette histoire n'est donc pas seulement entre deux personnes. Elle est entre un homme et son statut, entre un acteur et l'industrie, entre une réputation et la possibilité d'exister encore dans le récit collectif. En 2022, le procès en diffamation aux États-Unis se termine le 1er juin, avec un verdict qui reconnaît des éléments de diffamation et attribue des dommages et intérêts aux deux parties, mais principalement en faveur de Depp. Et Depp, cette fois, reprend la parole. Il publie une déclaration qui sonne comme une délivrance personnelle. Le jury m'a rendu ma vie. Je suis vraiment humble. Pour Orlando Bloom, c'est un moment charnière. Parce que c'est là que le respect retrouvé devient possible. Non pas parce que tout est effacé, non pas parce que tout est simple, mais parce que l'ère du silence automatique se termine. La tempête a montré ce qu'elle devait montrer, la violence du spectacle, la fragilité des loyautés et la difficulté de rester humain au milieu d'un récit mondial. Et au fond, la crise laisse une question très concrète. Que reste-t-il après la tempête entre ceux qui se sont connus avant le scandale et ceux qui ont dû survivre pendant? Il y a un moment, après une crise, où l'on ne ressent pas tout de suite le soulagement.
On ressent d'abord la fatigue, une fatigue qui colle à la peau, parce qu'elle ne vient pas seulement des événements, mais du regard des autres. Et dans l'histoire de Johnny Depp, l'après-tempête ressemble à cela. Un homme qui revient, oui, mais qui revient dans un monde qui a changé et qui ne sait plus très bien comment l'accueillir. Après 2022, la première chose qui frappe, ce n'est pas une déclaration triomphante. C'est le retour progressif au travail. Comme si, pour reprendre le contrôle, il fallait revenir à la seule chose qui ne ment pas. Créer, jouer, construire quelque chose de concret. Et le symbole le plus visible, le plus impossible à ignorer, arrive en mai 2023. Jeanne du Barry ouvre le Festival de Cannes, avec Johnny Depp en Louis XV. Mais alors, ce retour n'est pas simple. Il est controversé, commenté, disséqué. Il déclenche à la fois des applaudissements et des critiques, comme si l'image de Depp était devenue un test pour tout le monde. Pour le public, pour l'industrie, pour les médias. Et Cannes, avec sa visibilité mondiale, amplifie cette tension. Ce n'est pas seulement un film, c'est un geste culturel, une prise de position involontaire. Pourtant, au milieu du bruit, il y a une réalité très terre-à-terre. Sa carrière ne repart pas par magie, elle se reconstruit par morceaux. Il y a les projets européens, les apparitions plus rares, les collaborations qui n'ont pas besoin de Hollywood pour exister. Et il y a un autre signal, plus commercial, mais tout aussi parlant. En 2023, sa collaboration avec Dior Sauvage est prolongée, avec un accord largement médiatisé. Dans ce type de contrat, l'industrie ne parle pas d'art, elle parle de confiance, d'image, de rentabilité. Que cette association continue dit quelque chose. Malgré la tempête, une partie du système parie encore sur lui. Ce soir-là, pendant que certains continuent de débattre, Johnny Depp, lui, fait ce que font souvent les artistes après une crise. Il se déplace vers un territoire où il peut respirer. Il ne s'agit plus seulement d'être acteur, il s'agit de reprendre une position de création. Et c'est là qu'arrive un élément très révélateur. Depp repasse derrière la caméra avec Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, un film biographique qu'il réalise, présenté en festival, notamment à San Sebastian, et sorti en Italie fin 2024. Autrement dit, au lieu de mendier une place, il fabrique son propre espace. Mais alors, que devient Orlando Bloom dans cet après ? C'est ici que le titre prend tout son sens, le respect retrouvé. Parce qu'Orlando, à 48 ans, n'est plus le jeune acteur qui doit protéger son image à chaque phrase. Il est un homme qui a vécu assez longtemps dans le système pour en connaître les pièges. Il sait ce que ça fait d'être réduit à une silhouette. Il sait ce que ça fait de voir son nom circuler sans contrôle. Et il sait, surtout, qu'une opinion publique peut écraser la complexité d'un être humain. Son rapport à Depp, dans cette phase, n'est pas celui d'un avocat médiatique. Ce n'est pas « je défends » ou « je condamne ». C'est plus subtil. C'est l'idée qu'il existe un Johnny réel, celui du travail, celui du plateau, celui qu'il a connu avant la guerre des récits. Et ce souvenir-là, dans l'après-tempête, devient précieux. On comprend mieux pourquoi, déjà en 2017, Bloom parlait d'un Depp très privé et stand-up, une phrase qui, aujourd'hui, résonne différemment parce qu'elle venait d'un collègue de l'intérieur, pas d'un commentateur. Mais alors, pourtant, ce respect retrouvé n'est pas un retour en arrière naïf. Il ressemble plutôt à une correction intérieure. Comme si Orlando Bloom se disait « j'ai laissé le bruit parler trop fort ». Pas forcément qu'il a accusé, mais qu'il a peut-être douté, qu'il a peut-être pris de la distance par prudence, qu'il a peut-être cru même un instant que la légende était plus vraie que l'homme. Dans l'après-tempête, il y a aussi une réévaluation plus large, presque générationnelle. Beaucoup d'acteurs, à force de voir des carrières détruites ou transformées par des procès médiatiques, finissent par comprendre une chose. Le système adore les histoires nettes, mais la vie ne l'est pas. Et Orlando Bloom, à l'âge où l'on pense davantage à ce que l'on laisse qu'à ce que l'on conquiert, peut se permettre une nuance que le jeune Bloom n'aurait pas risquée. Et c'est là que se joue la vraie bascule. Retrouver le respect, ce n'est pas applaudir un comeback. C'est reconnaître qu'on ne peut pas résumer 25 ans d'existence à quelques années de chaos, ni réduire un homme à l'image que le monde a projetée sur lui. C'est admettre qu'on peut s'être trompé sur la manière de regarder, et qu'on peut choisir, maintenant, de regarder autrement. Mais alors, qu'est-ce qu'Orlando Bloom révèle vraiment, au fond ? Un fait inédit ou une vérité plus intime, celle de sa propre hésitation, de son propre silence, de ce qu'il a compris trop tard ? Et surtout, quelle phrase, quelle confidence,
Quel détail précis va marquer ce moment où, enfin, il brise le silence de façon plus claire? Il y a une différence entre défendre quelqu'un et reconnaître qu'on a dû, un jour, réapprendre à le respecter. Orlando Bloom ne s'est jamais présenté comme un porte-parole de Johnny Depp. Il n'a pas construit son identité publique sur un soutien bruyant, ni sur une indignation théâtrale. Et c'est justement pour cela que, quand il parle, on écoute différemment. Parce qu'il ne parle pas pour faire un effet. Il parle comme un acteur qui connaît la mécanique interne d'un plateau et qui sait ce que la tempête médiatique peut faire à un homme et à tous ceux qui gravitent autour de lui. La révélation ici n'est pas forcément une phrase choc, c'est plutôt un mouvement, une correction, une manière d'assumer qu'entre l'admiration professionnelle et le respect humain, il y a parfois un chemin plus long qu'on ne l'imagine. On pourrait croire que tout commence en 2022, au lendemain du verdict américain, mais la vérité est plus ancienne. En 2015 déjà, Bloom donnait le ton, presque avec une fermeté tranquille. « Ne comptez pas sur moi pour dire du mal de Johnny Depp », disait-il en substance, dans un entretien en France, au moment où il parlait de pirates et de l'UNICEF. Ce n'était pas un slogan, c'était une ligne, une façon de poser une limite au jeu des rumeurs, une façon de dire « je peux être lucide, mais je ne participerai pas au lynchage ». Puis vient 2017. Bloom, sur un tapis rouge, répond à une question qui, déjà, ressemble à un piège. « Que pensez-vous de ce qu'on dit sur lui ?» Et il répond sans agresser personne, mais en ramenant tout à l'homme concret qu'il dit connaître. Il insiste sur la pudeur de Depp, sur son côté privé, et le décrit comme quelqu'un de stand-up, quelqu'un de droit dans sa manière d'être. C'est un geste rare, parce qu'à ce moment-là, beaucoup auraient préféré fuir la question. Bloom ne fuit pas. Il ne dramatise pas non plus. Il maintient un respect de base, celui qui consiste à ne pas réduire un collègue à ce que le public projette. Mais alors, pourtant, la tempête, elle, continue. Et c'est là que la révélation prend une forme plus intime. Ce qu'on appelle « respect retrouvé » n'est pas le fait d'avoir cessé de respecter Johnny Depp. C'est, plus souvent, le fait d'avoir traversé une zone de doute, de prudence, de silence imposé, où l'on se demande ce qui est vrai, ce qui est exagéré, ce qui est instrumentalisé. Et, dans cette zone, même les relations les plus simples deviennent difficiles. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quand parler, on ne sait plus si un mot de soutien va aider ou détruire. La révélation, c'est qu'Orlando Bloom laisse entendre par sa constance, par son refus de tirer sur Depp, par sa manière de revenir à l'essentiel, qu'il a compris quelque chose de très précis. Hollywood peut vous pousser à confondre prudence et vérité, et cette confusion abîme le respect. On en voit la preuve la plus nette dans ses déclarations publiques les plus récentes. En août 2025, à 48 ans, Bloom parle à Fan Expo Chicago de l'avenir de Pirates des Caraïbes. Il dit d'abord que tout dépend de l'écriture, de ce qui est sur la page, puis il ajoute ce qui, dans sa bouche, sonne comme une prise de position très claire. Il aimerait voir tout le monde revenir, et il insiste sur l'idée de ramener tout le monde, si cela avait du sens et si chacun le voulait. Dans le contexte, ce n'est pas neutre, parce que tout le monde, cela inclut forcément Johnny Depp. Et l'article rappelle explicitement les obstacles, en premier lieu les années de bataille judiciaire qui ont consumé la vie de Depp. Le soir-là, ce que Bloom fait, en réalité, c'est un acte de réhumanisation. Il ne dit pas « tout est effacé », il ne dit pas « tout le monde a eu tort ». Il dit quelque chose de plus adulte, presque plus dur. La seule manière de sortir d'une époque où les gens sont réduits à des dossiers, c'est de revenir au travail, au texte, au collectif. Revenir à ce qui fonde la confiance entre acteurs, la rigueur, la présence, la capacité à être là. La révélation, c'est donc celle-ci. À 48 ans, Orlando Bloom n'essaie plus d'être parfaitement prudent. Il choisit une prudence plus honnête, une prudence qui n'écrase pas l'humain. Et c'est peut-être là que se trouve ce respect retrouvé, dans la décision de ne plus laisser le bruit décider à sa place de ce qu'il doit penser d'un homme qu'il a connu autrement. Et au fond, cette révélation renvoie à une question simple, presque douloureuse. Combien de respect a-t-on laissé se dissoudre, non par conviction, mais par peur d'être mal interprété? Et combien de relations professionnelles ont été abîmées par le réflexe de se protéger, plutôt que par une vérité claire? On ne mesure pas le respect au volume des déclarations, mais à la fidélité d'un regard quand tout le monde détourne les yeux. À 48 ans, Orlando Bloom n'est plus dans l'âge où l'on joue le rôle du bon camarade, parce que c'est attendu. Il n'a plus besoin d'appartenir à une photo de groupe pour exister. Ce qu'il cherche désormais,
c'est quelque chose de plus rare dans ce milieu, une cohérence intérieure. Et c'est peut-être cela, le vrai point final de cette histoire. Non pas un retour en fanfare, non pas une réhabilitation spectaculaire, mais une manière plus calme, presque plus austère de remettre l'humain à sa place. Parce que, dans les années de tempête, il y a eu des mots, des camps, des certitudes. Il y a eu des silences aussi, plus nombreux, plus lourds. Et quand le bruit s'éteint, ce qui reste n'est pas un verdict médiatique. Ce qui reste, c'est la mémoire des gens qui étaient là avant, les collègues, les techniciens, ceux qui ont vu un acteur travailler quand il n'était pas encore devenu un symbole, ceux qui savent faire la différence entre une légende publique et une présence réelle. Orlando Bloom appartient à cette catégorie. Il n'est ni juge, ni procureur. Il est témoin d'une époque, d'un plateau, d'une manière de faire du cinéma qui semble déjà lointaine. À force de voir l'industrie se durcir, se protéger, se moraliser en façade tout en restant féroce en coulisses, il a compris une chose simple. Le système fabrique des héros tant qu'il rapporte, puis il fabrique des monstres quand ils deviennent dangereux. Entre les deux, il y a des êtres humains. Et c'est précisément là que le respect a besoin d'être retrouvé. Il ne s'agit pas de dire que tout se vaut. Il ne s'agit pas de demander au public d'oublier. Il s'agit d'accepter que la vérité d'une vie ne tient pas dans un résumé, que la complexité n'est pas un crime, et que la dignité ne devrait pas dépendre de l'humeur d'une époque. Orlando Bloom, en parlant d'un respect retrouvé, dit aussi quelque chose de lui-même. Il admet que la peur de mal faire, de mal dire, de perdre sa place peut pousser à se taire plus longtemps qu'il ne le faudrait, et qu'un silence prudent n'est pas toujours un silence juste. Quant à Johnny Depp, il restera, quoi qu'on pense de lui, un exemple extrême de ce que la célébrité peut produire. Une ascension totale, une identification absolue à un personnage, puis une chute transformée en spectacle mondial. Après cela, la question n'est pas seulement « revient-il ?». La question est « que fait-on, collectivement, de ceux qui ont été avalés par leur propre image ? Les laisse-t-on survivre uniquement en caricature ? Ou leur rend-on au moins le droit d'être regardés comme des êtres entiers ?» Dans ce récit, Orlando Bloom n'offre pas une morale, il offre une nuance. Et dans un monde qui s'est habitué au slogan, la nuance est presque une provocation. Dire « je veux ramener tout le monde », c'est dire « je refuse de réduire une histoire commune à une fracture définitive ». C'est dire « je crois encore à l'idée d'un collectif, même après les déchirements ». C'est dire, surtout, « je préfère la fidélité au réel, au récit confortable ». On pourrait attendre une scène de réconciliation, une accolade, une photo. Ce serait une façon facile de clore. Mais les vraies réparations ne ressemblent pas à cela. Elles ressemblent à une phrase dite sans emphase, à un refus de participer au mépris, à une manière de ne pas effacer l'autre de la mémoire du travail. Elles ressemblent à une décision silencieuse, continuer à reconnaître ce qui a été vrai, même quand le monde a essayé de le rendre illisible. Et peut-être que l'épilogue, finalement, n'est pas celui de Johnny Depp, ni même celui d'Orlando Bloom. C'est celui de notre époque, de notre manière de juger, d'adorer, puis de détruire. Un écho qui dépasse les célébrités. Une question posée à chacun. Qu'est-ce qu'on garde une fois que le vacarme est passé ? Parce qu'un respect retrouvé, ce n'est pas un triomphe. C'est un retour à quelque chose de simple, de presque oublié. Regarder un homme, se souvenir de ce qu'il a été au travail, et accepter qu'il existe encore en dehors du récit que l'on a fabriqué sur lui. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.